Samir Ghesmi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode de Second Rôle, le podcast qui met au premier plan les grands acteurs du cinéma français au travers des seconds rôles marquants de leur carrière. Tu es en quelque sorte le parrain de ce nouveau format, donc merci de me faire confiance. On s'est rencontrés il y a quelques semaines à la Mostra de Venise pour l'avant-première mondiale de Grand Ciel, qui sort en salle aujourd'hui et dont on va parler en fin d'épisode. Et on se trouve au MacGuffin aujourd'hui, une boutique de cinéma en plein cœur du quartier latin. Donc je tenais à remercier chaleureusement Elena et Christos qui nous accueillent aujourd'hui et je vous invite à passer les voir. Vous trouverez forcément votre bonheur. Samir, comme c'est un podcast sur le 7e art, pour démarrer, je vais te poser 7 questions rapides pour qu'on apprenne à mieux te connaître. C'est parti ? Allez, rapide, mais je réponds pas rapidement aussi. Tu prends le temps que tu veux pour y répondre, il n'y a pas de souci. Ton dernier film coup de cœur ? Ah, le dernier film coup de cœur, C'est quoi le dernier film coup de cœur que j'ai vu ? Mais moi, j'ai aucune mémoire. J'ai plein de films coup de cœur. Pas forcément au cinéma, que tu as vu peut-être à la télé, sur une plateforme. Ah si, j'ai vu un film formidable avec Philippe Rebaud à bicyclette. Ah oui, magnifique. Ah mais ça m'a tué. Oui, j'ai trouvé, ça m'a tué. Sans jeu de mots, sans jeu de mots pourri, mais je trouvais ça bouleversant, la démarche du cinéaste, la complicité des deux là sur leur vélo, tenus avec énormément de pudeur à cette histoire. Ça serait mon dernier coup de cœur. Je le partage. Cool. Un acteur ou une actrice avec qui tu aimerais travailler ou retravailler ? J'aimerais bien retravailler avec Philippe Rebaud, par exemple, qui est dans... Avec qui tu as déjà joué dans L'Effet aquatique, on en parlait tout à l'heure. Qui était dans mon film aussi. Exactement, Ibrahim. Ouais, il y a plein d'acteurs avec qui j'aime... Oui, tous ceux que je connais pas et avec qui... Voilà, la surprise de la rencontre. J'ai pas de gens... J'essaye de pas avoir trop d'a priori ou de... Je sais pas, de... Non, j'aime bien me laisser cueillir, en fait. Et même chose côté réalisateur ou réalisatrice, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en tête avec qui tu aimerais travailler, que tu as vu un de ses films récemment, avec qui tu aimerais travailler ? Il y en a plein avec qui j'aimerais travailler, mais ça me gêne un peu de dire. Okay. Je sais pas pourquoi. La pudeur quand même, ou l'orgueil, ou je sais pas quoi, ou quelque chose qui me retient. On les laisse venir à toi alors. Enfin, je suis extrêmement pudique et gêné dans ce sens-là, de dire avec qui j'aimerais... Voilà, j'aimerais pas embarrasser, en fait. Ta réplique de film préférée ? Ma réplique de film préférée ? Pas forcément que t'as prononcé toi, ou que t'as entendu. Ma réplique de... Tu me laisses réfléchir et... Vas-y, pas de soucis, prends ton temps. Ma réplique de film préférée. Et alors, laisse-moi réfléchir. Tu vas voir que ça va me venir quand l'interview sera finie. Mais on va revenir et puis ça te dit si pendant l'interview... Tu me coupes à n'importe quel moment et on le rajoute. Je te dis voilà. Ça me revient. Ça me revient. La musique qui te procure le plus d'émotions ? La musique de film, bien sûr. Pourquoi pas ? Ce film avec Scarlett Johansson, qui est une femme qui marche... et qui est suivie par des hommes. Et tu vois ce film ou pas ? Je l'ai pas encore là pour l'instant. Il est exceptionnel. Elle est suivie par... Et elle leur propose Under the Skin, exactement. Et la musique, je sais pas qui a fait cette musique, mais je l'ai trouvée incroyable. Il y a cette musique-là, mais je serai incapable de dire les noms, donc peut-être on peut... Et on la rajoutera au montage. On va les rajouter au montage. Il y a la musique... Il y a la musique de Raphaël Elie-Gouvac, qui fait des musiques de films, qui a fait notamment celle d'Ibrahim. Et puis il y a les incontournables, Ennio Morricone, Nino Rota, John Barry. Alors peut-être c'est l'ancienne école, mais... Ça reste des classiques. Des classiques, et moi, comme des squelettes de référence pour moi. Un rôle que tu rêves d'incarner et que tu n'as pas encore incarné ? Il n'y a pas de rôle. Non, il y a des rencontres que j'aimerais faire. En fait, je ne dois pas être un vrai acteur dans le sens où il n'y a pas... Il n'y a pas un rôle que... En tous les cas, là, j'y pense pas présentement, mais je préfère, une fois de plus, partir à l'aventure avec là où le réalisateur qui va me proposer de partir dans l'aventure. Je privilégie plus l'histoire à raconter, et donc
plutôt que la partition en elle-même est uniquement. C'est pas que le personnage. C'est vraiment. J'inscris vraiment ce travail comme des raconteurs d'histoire et comme un instrument dans un orchestre. L'idée du groupe en fait. Et pas le rôle spécifique. Voilà. Et dernière petite question, qui est compliquée aussi. Si tu devais résumer ta carrière en un seul mot. Ah Ma carrière en un seul mot, je dirais inattendu. Pour plein de choses. Pas mal comme mot. Moi, j'en avais un autre. Vas-y. C'est celui du lien, de la continuité. J'ai vu pas mal de films de ta filmographie en préparant cette interview. Ensemble, on va en parler de 7 d'entre eux qui ont, projet après projet, ont créé des ponts entre eux, on va le voir. Mais avant, petit profil de Samir Ghesmi. Qui est Samir Ghesmi ? Tu me dis si je me trompe, mais tu es né donc à Belleville, avant de rapidement déménager dans une cité de briques rouges au 159 rue du Château des Rentiers, dans le 13e arrondissement de Paris. Tu es le 4e d'une famille de 6 filles et 2 garçons. Tu passes un été sur 2 en Algérie, d'où sont originaires tes parents. Maman, femme de ménage, papa ouvrier, rien ne te prédestinait à la carrière que tu as aujourd'hui. Footballeur amateur, CAP secrétariat en poche, tu erres dans le quartier de la Butte aux Cailles, et là des jeunes filles t'invitent à rentrer dans un cours d'art dramatique et tu vas y trouver ta place. D'abord spectateur, le professeur John Carlos Serapika t'invite à monter sur scène. Timide, tu finis malgré tout par accepter et petit à petit, le plaisir sur scène va arriver. Samir Ghesmi, c'est d'abord du théâtre, avec par exemple Le Rêve du Rat ou Othello, je ne sais pas si ça te rappelle des souvenirs. Ah oui, dis donc. Et des séries comme Les Revenants ou Sous contrôle récemment sur Arte. Et c'est surtout beaucoup de cinéma avec plus de 120 films à ton actif. Des premiers rôles marquants comme Andalusia ou plus récemment Animal Totem de Benoît Delépine. Et de nombreux second rôles. Tu es une voix, une carrure reconnaissable d'un simple coup d'œil. Et aujourd'hui ensemble, comme je le disais, on va revenir sur 7 heures importantes de ta filmographie. Le premier film dont on va parler, c'est La France, qui est aussi le premier film de son réalisateur Alain Gomis, et qui est sorti en 2002, qui est disponible sur YouTube en ce moment. Je vais rentrer au Sénégal pour enseigner l'histoire. Maintenant, demande-toi où tu as mûri, où tu t'es fondé, où tu deviens un homme. Toi, comme moi, jamais de la vie on passera le balai. Je vais rentrer. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Alain Gomis ? Bah déjà, je suis épaté là de. Ouais, j'ai bien bossé, c'est bon ? T'as super bien bossé. C'est validé ? C'est marrant, c'est à la fois comme si on parlait de quelqu'un d'autre, à distance comme ça, mais oui. Ma rencontre avec Alain Gomis, c'était une rencontre totalement espérée en fait. Parce que je l'attendais en fait, cette rencontre, je me sentais un peu sans lien en fait dans ce cinéma, à passer de famille en famille, tu sais, finalement comme plein d'acteurs, j'imagine qu'on s'est ressenti là, mais j'avais pas le sentiment d'appartenir à une famille. En tous les cas, à l'époque où j'ai rencontré Alain, et je l'ai reconnu en fait. Quelqu'un que, oui, j'ai reconnu une sensibilité, un destin, enfin une envie commune. On avait plein de choses en commun. Et un langage aussi, et des envies de cinéma. Et voilà. Donc. La France, c'est justement une contraction entre Afrique et France. Et dans le film, justement, on suit l'histoire de cet étudiant sénégalais qui vient faire son mémoire en France avec l'intention de revenir au Sénégal ensuite pour participer au développement de son pays. On parle souvent d'étrangers qui viennent en France pour profiter de la France et ce qu'elle apporte, mais jamais de personnes qui veulent retourner au pays et apporter ce qu'ils ont appris pour développer par exemple leur pays. Est-ce que c'est cet angle-là original qui t'a notamment intéressé dans le projet du film ? C'était le regard d'Alain, et puis oui, c'est vrai que c'était des destins qui n'étaient pas familiers au cinéma français, et qui s'inscrit complètement dans l'histoire de France en fait. Ces histoires d'étudiants sénégalais, d'étudiants étrangers qui viennent et qui ont un rapport aussi avec le post-colonial du pays. Enfin, c'est pas anodin quoi, le rapport entre le Sénégal et la France, comme l'Algérie et la France. Il y a une histoire commune et qui était un peu voilà, où pour moi le cinéma français, enfin à l'époque,
manquait de ce témoignage-là, de cette parole-là, de cette histoire-là, qui fait quand même partie de l'histoire de France. Et Alain, avec son histoire à lui, a décidé de raconter ce pan de la société aussi. Moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est le mélange des cultures qui est un non-sujet. Toi, par exemple, dans le film, tu es algérien, lui, il est sénégalais, l'étudiant. Vous jouez au foot avec des Chinois. Quand tu regardes la France d'aujourd'hui, qui est plus divisée que jamais, donc là, on est plus de 20 ans après ce film, est-ce que tu as le sentiment que le pays a changé de visage en France ? Je pense que c'est le regard, alors peut-être c'est mon point de vue, hein, mais c'est le regard des médias, des réseaux sociaux, qui est dans une accentuation du clivage, qui veut de plus en plus communautariser. Parce que dans le quotidien, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, je pense que cette France-là dont tu parles, là, que tu viens d'évoquer, elle existe encore et toujours. Et c'est voilà, et on veut nous raconter l'inverse. Alors je dis pas que ça n'existe pas, mais on focalise un peu beaucoup sur le communautarisme chevronné, les divisions, sur le quant à soi, alors que je le trouve un tout petit peu, en étant un peu ironique, exagéré. Parce que les gens ont besoin et ont envie de continuer à vivre ensemble, à partager ensemble. J'ai un enfant qui va à l'école et je vois bien que c'est complètement... qu'ils ne sont pas pollués de tout ça encore, que c'est simple. Ça arrive après. Toi, ton personnage, il est assez remonté. Il refuse de faire un boulot de merde dans ce pays. Je reprends les citations du film. Et tu préfères les combines louches. À l'inverse, le personnage principal, lui, tente de gagner un peu d'argent sur un chantier. Et comme dans ton film Ibrahim, on voit des gens qui viennent d'ailleurs, qui bossent en France et qui sont carrés. Est-ce que tu trouves que ces personnes sont assez visibles aujourd'hui dans le cinéma français ? J'ai l'impression que tu apportes la réponse avec ta question. Et que non, mais c'est super parce que ces gens-là, on est leurs enfants. Enfin, moi, je pense au personnage du père d'Ibrahim dans Ibrahim. Et c'est à nous, sans injonction, hein, c'est à nous de raconter ces histoires-là. Et on raconte nos histoires, et ces histoires-là arrivent, et elles prennent leur place, doucement, mais sûrement. Et fatalement, on était des enfants, nous, quand on avait ces histoires-là. Et puis, on n'avait pas encore accès, c'était dans le domaine de l'impossible, en fait. De pouvoir se dire, moi, enfant, gamin, j'ai jamais pensé une seule seconde que je ferais du cinéma, que je raconterais des histoires. Et du coup, il s'avère que les histoires maintenant que je raconte et que j'ai envie de raconter aussi, parce que c'est pas que celle-là, raconte aussi mon expérience et l'expérience de plein de gens qui sont venus d'ailleurs et qui font la France d'aujourd'hui. Et Alain Gomis va ensuite t'offrir ton premier rôle dans son deuxième film Andalusia. Et nous, maintenant, on va parler d'un autre Alain, Alain Chabat. Ouais. Est aussi la première enquête de tous les temps. Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'appelle ce quelque chose un crime. Crime ? J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment ? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. T'inquiète, petite gueule d'amour, dès que tout ça sera terminé, je m'occuperai. Le deuxième titre dont on va parler, c'est qui est disponible sur Disney+ en ce moment. Ouais. Un titre qui est volontairement difficile à prononcer, d'ailleurs que j'espère que je le fais pas trop mal, pour que les gens galèrent à la caisse du cinéma. C'est un film avec les Robins des Bois qui est sorti en 2004 après l'énorme succès d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et c'est plus de 14 millions d'entrées, ça fait rêver aujourd'hui. Tu as dit dans plusieurs interviews que tu avais pensé à Alain Chabat quand tu réalisais justement Ibrahim, parce qu'il arrivait à gérer les problèmes avec le sourire. Est-ce que tu te souviens d'un problème qu'il a réussi à résoudre en toute décontraction ou avec humour pendant le tournage ? Ouais, je me souviens qu'Alain, il était dans un trou énorme, il était tombé, son personnage, dans un énorme trou. Et il était en peau de bête et à moitié à poil avec ses cheveux longs et tout peinturluré. Et à la surface, en hauteur, il y avait tout le monde, il y avait toute l'équipe, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine de personnes, un gros film c'était. Et il dirigeait avec la banane la mise en scène, l'action, le top. Et il jouait à être dans le trou, mais il était en toute décontraction. Voilà, et c'est sûr que
réaliser un film, c'est beaucoup aussi de stress, enfin c'est beaucoup de tension, et c'est aussi la gestion de ce stress et de cette tension qui font qui est pas une donnée anodine à un film. Donc pas falloir se laisser surprendre par cette pression et Alain Chabat, oui, c'est vrai que j'y ai repensé, je me dis mais c'est pas ce petit décor d'Ibrahim qui va me faire peur en fait. Et non mais voilà, donc ça c'est pas négligeable parce que c'est quand même le chef d'orchestre, le réalisateur sur un film et c'est quand même lui, le chef d'orchestre c'est une expression un peu galvaudée, mais ce que je veux dire c'est quand même lui qui propage le là, qui donne l'humeur, et il a tout intérêt, et s'il est tranquille, s'il est cool, s'il est drôle, s'il pense aussi à cette énergie-là, ça se propage et on travaille mieux, ce que je pense moi. Et voilà, il avait ce souci-là. Je trouve que c'est une grande élégance en fait, que pas se laisser aller à ses peurs en fait. Et toi, dans le film, tu incarnes l'un des piégeurs de la tribu aux cheveux sales, pas très futé, mais qui, à force de persévérance, va réussir à arrêter le premier crimier de l'histoire de l'humanité. C'est la scène dont tu parlais avec Alain Chabat. Et c'est grâce à toi que les deux tribus vont se réconcilier et partager le précieux sésame, le shampoing. Le film, par contre, a été démonté par la critique à sa sortie. Oui. Télérama titrait Ni fait ni à faire, plus lourd que le menhir d'Obélix pour les Échos. Et le pire, c'est la couverture du Parisien qui titrait nul en lettres capitales. Alain Chabat était très affecté, il a d'ailleurs pris 8 ans avant de refaire un film, Pef et Marina Foïs également. Comment toi tu as vécu ce très mauvais retour de la presse ? Manière amnésique déjà, moi j'y pensais même plus à ça. Ce que je garde en souvenir, c'est vraiment l'aventure merveilleuse, et puis le souci de bien faire, et voilà, et la critique. Quand elle est heureuse, c'est bien. Quand elle est moins heureuse, faut passer son chemin. Mais non, mais je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Non, il faut tenter de rebondir. Il y avait pas, je savais pas tout ça sur Alain qui avait été très affecté. C'est ce qu'on dit, ce qu'on imagine. Il a peut-être aussi voulu prendre du recul, mais ça doit pas être simple. Mais voilà. En tous les cas, j'ai pas de souvenir de cette chose-là. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le film est culte. 20 ans après, on en parle encore, et il y a toujours des répliques qui résonnent. On va faire un petit jeu, si tu veux bien. Ouais. Je vais te donner le début des répliques cultes du film, parce que ça en fourmille. Mais il y a longtemps, parce que là, ce film-là, il y a longtemps, on va voir. Ça restait toujours en tête. Je commence avec une que tu as toi-même prononcée, donc on va voir si tu as de bons souvenirs. Ce mouton, depuis qu'il est rasé, il ressemble un peu à... Ce mouton, depuis qu'il est rasé, ressemble beaucoup à, je sais pas... Un cochon. Un cochon. Vous connaissez ma femme ? Oui, chef. C'est ça ? Oui, c'est ça. Elle est morte de vieillesse, mais jeune. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. Non, mais il faisait la fine bouche un peu, tous ces canards qu'on dit des conneries quand même. Chef, c'est à 3 jours de marche, faites le pas d'une traite, faites-le. En 3 jours. Et peut-être la plus connue, qui reste la plus culte, ça va être Tout noir. Ta gueule. Bingo. Ça, cette dernière-là, c'est sûrement la plus connue, elle traverse les générations, elle a même été reprise pendant le Covid pour annoncer le couvre-feu. Comment t'expliques que 20 ans après, justement le souvenir qu'on garde, et c'est le plus positif parce que le film est génial, comment t'expliques qu'il soit toujours aussi culte 20 ans après ? C'est la magie, ça. C'est la magie, c'est la recette inexplicable et inexpliquée il y avait une grande sincérité déjà de la part d'Alain. Je me rappelle quand il faisait ce film, il était vraiment habité par cette histoire et par cette aventure, et franchement c'est le mystère de ce qu'on fait en fait. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règles, on ne peut pas savoir. Et il y a beaucoup de monde au casting de ce film-là. Donc on l'a dit, les Robins des Bois, mais il y a aussi Jean Rochefort, qui est membre avec toi de la tribu des cheveux sales. Oui. Quel souvenir tu gardes du tournage avec lui ? Mais incroyable. Alors lui, il était dans la gratitude tout le temps. Il remerciait, je me rappelle, il remerciait tout le temps d'être là, à l'âge qu'il avait, et à s'amuser comme un enfant. Et il propageait ça,
il mesurait bien le destin incroyable d'acteur qu'il avait eu et voilà, et il n'y avait pas de... Il était enthousiaste, il était reconnaissant de la vie, et il était super bon camarade de jeu. Enfin, c'était incroyable. Dans le film, il y a également Valérie Lemercier, qui joue une professeure de guitare couture, et que tu vas retrouver 8 ans plus tard dans Adieu Berthe, de Bruno Podalides. Enfermé dans une voiture, ouais. Exactement. On avait passé la journée... Bonjour, vous appelez pour un proche décédé, dites décédé. Décédé. Ça fait 3 heures qu'on cherche partout. Maman a déjà appelé Henri Boubet. Qui ? Il s'occupe d'une entreprise de pompes funèbres. Et il attend ton appel. Non mais je rêve. C'est ma grand-mère, je fais ce que je veux. Une très belle verticalité. Il est cheap, on dirait une bassine, je sais pas la mettre là-dedans. Yul Brynner est enterré dans le même. Je te rappelle qu'on n'a pas de quoi flamber. Elle te paie les obsèques de ta grand-mère, ta belle-maman. C'est votre femme qu'on entendait tout à l'heure dans le cimetière. Tu te barres, tu vas aller retrouver ta petite femme, là, puisque t'es pas capable de la larguer. Elle avait son petit caractère, hein. Pète un coup, mais sors ta bite et nous fais pas chier. Adieu Berthe, donc c'est un film qui s'appuie sur un sujet compliqué, le décès, qui aurait pu être casse-gueule quand on l'associe à une comédie. Et pourtant, donc dans Adieu Berthe, Bruno Podalides, le réalisateur, réussit à la fois à nous faire rire et à nous toucher. Qu'est-ce qui te plaît dans son univers singulier à Bruno Podalides ? Bruno, il est à la fois extrêmement ancré au sol avec des sujets comme vous le dites, et à la fois... il a un imaginaire, mais il est dans son imaginaire, il est dans une bulle comme ça, enfin une bulle totalement accessible, dans laquelle il t'invite, comme une soucoupe volante d'imaginaire, de bulle, de famille, d'invitation à son rêve, quoi, et à son... il est comme une bulle de savon qui t'emmène... qui est légère, qui est drôle, et une fois de plus, toujours ce souci de... Donc, alors une fois de plus, comme Alain Chabat, comme Jean Rochefort, le souci de l'humeur aussi, ce qui est pas rien quand même. Bruno, il est toujours enthousiaste, en tout cas quand je l'ai travaillé avec lui, et ça veut pas dire que il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension. Une fois de plus, c'est l'élégance aussi de pas te la faire sentir, et parce que Dieu sait qu'on est flippé aussi et peut être stressé quand on est acteur sur un film, et voilà et cette élégance là de donner de la bonne humeur, enfin en tous les cas de te la propager, et puis d'être extrêmement encourageant avec tes propositions. Et justement, c'est un réalisateur qui est très fidèle à ses acteurs. Je pense à son frère, évidemment. Je pense notamment à Jean-Noël Broutet, Isabelle Candelier. Mais tu fais aussi partie de ses acteurs fétiches. Tu as tourné 4 films avec lui. Tu parlais de ce stress-là. J'imagine qu'un lien s'est créé entre vous deux. Est-ce que le fait d'avoir tourné régulièrement ensemble, ça rend votre relation sur le tournage plus facile, ou au contraire plus stressante, plus exigeante ? Stressante, c'est pas le mot, pas du tout. Non, plus facile, oui, parce qu'on se connaît, puis... on se connaît dans le travail, et puis non, c'est l'avantage de... on a toujours le souci d'être à l'endroit qu'il faut, qui demande, d'être juste, et à la fois pas non plus tomber dans la complaisance de la personne qu'on connaît, sous prétexte qu'on la connaîtrait, il y aurait moins d'efforts à faire. Non, l'exigence... Elle est d'autant plus là, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas envie de décevoir. Donc la barre est tout le temps haute, mais on te fait croire qu'elle est là, en fait, qu'elle est basse. Et dans ce film, tu incarnes Haroun, qui est croque-mort chez Obsécool, une société de pompes funèbres au format novateur, comme les mini-urnes pour partager les cendres avec plusieurs membres de la famille, ou encore les obsèques animées par un humoriste. Ça, c'est dans la fiction, mais dans la réalité, les pompes funèbres ont aussi des propositions assez insolites. Je vais te donner quelques exemples, tu vas me dire si ça existe ou pas. Est-ce qu'on peut avoir des cercueils personnalisés avec des photos, par exemple, de son chanteur préféré ? Je suis sûr que oui. Oui, ça existe, notamment à Brive-la-Gaillarde. Est-ce qu'on peut transformer les cendres en bijoux ? Non, quand même pas. Et si, ça existe. C'est une invention américaine où tu peux extraire le carbone, le faire chauffer à température et ça devient un diamant, donc c'est bon à savoir. Ah, tu peux avoir exactement. Ton père en bracelet autour du cou, et ta mère en collier. Voilà. Waouh.
Est-ce qu'on peut visualiser le corps sous terre pour maintenir le contact? Non, ça c'est pas vrai. Non, ça n'existe pas. C'est toi qui as inventé ça? Non, ça c'est David Cronenberg, D'accord. dans son dernier film Les Linceuls, qui proposait ça. Ok. Et dernière proposition, est-ce qu'on peut planter les cendres pour aider à faire pousser un arbre? Je crois que oui. Oui, ça existe dans un jardin près d'Angers. D'accord. Donc le film, on l'a dit, parle du deuil, mais de façon assez décalée. Est-ce que ça a changé ton regard sur le sujet de faire ce film? Oui, peut-être qu'un regard un peu moins austère sur les croque-morts. Peut-être, effectivement, on les imagine, on les imagine pas en fait. On les voit en costard, avec leur chemise blanche et leur costard noir, et voilà, ils sont qu'à un endroit, et en fait, on raconte l'histoire de Bruno raconte l'histoire, les petites histoires, les micros événements qui traversent, et tout d'un coup, on se dit bah oui, c'est vrai que c'est des gens qui ont un rapport à la mort, effectivement, pas comme nous, quoi. Ils sont. Oui, ça a changé. Tout d'un coup, ça a fait prendre conscience qu'il y a des gens qui s'occupent de nous quand on partira un jour, et heureusement, quoi. Et tant mieux. Et voilà, non, mais ils étaient drôles. Je me rappelle, Haroun, il était drôle. Bruno, il était drôle aussi, le personnage de Bruno. Non, puis ils ont de l'humour. Je me souviens notamment d'une scène où Bruno me demande s'il reste de la place. Je dis, ouais, t'as encore un trou, il me dit un truc comme ça, et devant la famille. Devant la famille, ouais. Et tu parlais justement de la tenue du croque-mort. Toi, fonction oblige, tu es habillé en costume, notamment aussi récemment dans Animal Totem, ou en directeur de cabinet dans Sous Contrôle. Est-ce que tu préfères jouer en costume cravate, ou plutôt en peau de bête comme dans Re, ou carrément en maillot de bain comme dans L'Effet aquatique? Alors, qu'est-ce que j'ai préféré c'est quand même plus pratique d'être en costard, même si ça permet, même si le costard t'impose une tenue, pas comme là où je suis à Vichy, voilà, une droiture, et le maillot de bain, maintenant le maillot de bain, peut-être j'aurai un peu plus de mal avec les petites bedaines que j'ai pris, donc non, mais franchement, la diversité des costumes, c'est super, ça raconte la diversité des aventures, et j'espère encore un autre costume, encore différent de cela, en fait, c'est ça, ouais. Et donc justement, le prochain film dont on va parler se passe en maillot de bain, c'est L'Effet aquatique de Solveig Hansbach. La blonde, la qui est petite, elle a l'air très pro. Agathe? Excusez-moi, c'est vous, Oscar? Ouais. Non, enfin... Vous êtes venu pour apprendre à nager? Oui, on m'a dit c'est pour apprendre à nager avec... C'est courageux d'apprendre à nager à votre âge, mais c'est pas gagné. 1, 2, 3... Donc L'Effet aquatique, c'est le dernier film réalisé par Solveig Hansbach, qui est malheureusement décédée d'une récidive de cancer du sein quelques mois après la fin du tournage en 2015. Tu as dit du coup il y a 10 ans dans une interview sur France Inter qu'elle te rendait meilleur, qu'elle te faisait sentir exceptionnel. Quel souvenir du coup tu gardes de cette réalisatrice? Tu veux me faire... Solveig, putain, j'ai tellement à raconter sur Solveig. Il y a des rencontres comme ça qui sont au-delà du cinéma, en fait, qui tout d'un coup, qui jalonnent un moment où, je sais pas, où ça prend un sens incroyable. J'ai rencontré d'abord une personne, je rencontre Solveig d'abord, et après je rencontre la cinéaste, et je rencontre une personne, et je rencontre, c'est quelqu'un d'entier, quelqu'un de politique, quelqu'un d'infiniment humain, ça veut rien dire, mais d'une générosité, il y a des gens, elle avait la grâce, Solveig, et je le sentais, je le voyais bien. Elle était... Moi, j'ai eu la chance de l'avoir rencontrée, j'ai eu la chance d'avoir fait 2 films avec elle, voilà ce que je peux dire. Je remercie encore la vie de l'avoir... Mais je saurais pas te dire comment... Je vais reprendre tes mots alors. Dans le making-of du film justement de L'Effet aquatique, tu as une phrase très touchante, tu dis que vous êtes loupé au départ avec Solveig car tu devais être l'amoureux d'Élodie Bouchès dans Stormy Weather. Ah oui, c'est vrai ça. Mais qu'elle a pensé donc à toi avec Queen of Montreuil puis L'Effet aquatique, et qu'à partir de là la vie a commencé, donc je trouve que ça résume bien. Tu vois. Ça résume bien les choses, et tu l'as fait du coup il y a 10 ans, je me permets de le répéter. L'Effet aquatique, ça démarre à Montreuil, puis ça se poursuit en Islande. Le film reprend plusieurs personnages du coup déjà découverts dans Queen of Montreuil, dont celui de Samir Le Grutier que tu interprètes. Cette fois-ci, tu vas tomber amoureux d'une maître nageuse, et pour passer du temps avec elle, tu vas t'inscrire à des cours pour apprendre à nager, alors que tu sais déjà nager. Et tu vas même partir sur un coup de tête au Congrès international des maîtres nageurs en Islande.
Est-ce que comme ton personnage, tu as déjà fait des choses folles par amour ? Bah, j'espère. Après, la pudeur va faire en sorte que... m'empêcher de le dire. Bah, je te dis pas grand-chose, pardon, mais... Ouais, je vais être gêné de te raconter ma vie, de ce que j'ai pu faire, mais je peux te parler de Samir. C'est marrant d'ailleurs de parler de Samir. Je parle pas de moi à la troisième personne, mais... Samir Le Grutier. Samir Le Grutier, le nom du personnage de l'effet aquatique, ouais, c'est incroyable ce qu'il fait. Que de baratiner. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Au début, je la trouve malicieuse et pertinente, son approche. Il apprend qu'elle est maître nageuse et il fait croire qu'il sait pas nager. Exactement. C'est super. Donc, comme tournure et comme invention de scénario c'est simple et à la fois extrêmement poétique et ça laisse l'imaginaire voilà, et qui nous emmène jusqu'en... Non, mais je sais pas, écoute, je suis un peu ému moi quand d'évoquer Solveig et l'effet aquatique. Je savais pendant le tournage de l'effet aquatique, quand j'étais à Reykjavik avec Florence, avec l'équipe, avec Jean-Luc Gaget, avec qui était le scénariste, le co-scénariste, je savais que je vivais un moment historique, j'allais dire, mais exceptionnel, enfin vraiment spécial, ouais. C'était un moment, voilà, je le savais, que, et voilà, je l'ai emmagasiné, voilà, je suis rempli d'Islande et de Reykjavik. Et on la voit apparaître aussi dans le film, ça fait un... Ah oui, c'est vrai. C'est joli vrai, dans les témoignages. Exactement. Ouais. Et il y a donc forcément de nombreuses scènes à la piscine. Tu portes d'ailleurs à merveille un petit maillot de bain orange à palmier. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, tu es une personne assez pudique dans la vie. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile justement de se mettre à nu et de tourner en maillot de bain ? Mais non, mais justement non. Quand tu bosses avec Solveig, c'est ça qui était incroyable. Elle m'avait pas infantilisé, elle m'avait pas... je sais pas... elle avait été extrêmement délicate et... D'abord, elle m'avait demandé... je sais pas, tu sais, elle a cette chose là qui est innée, qui fait que tu peux rien refuser. Et non seulement tu peux rien refuser, mais tu te fais pas violence, t'as envie de le faire, quoi, t'as envie d'y aller et t'y vas avec plaisir. Alors que c'est pas grand chose non plus d'être un acteur en maillot de bain sur un film quand même. Mais j'avais envie de... Ouais, enfin... Ça passait crème, comme dirait l'autre. Et il y a quelque chose que j'ai appris en regardant le film, c'est que les Islandais nous trouvent pas très bons en termes d'hygiène, nous les touristes. Crado, tu veux dire ? Exactement, ouais. Carrément. Ouais. Et chez eux, la douche complètement nue est obligatoire pour rentrer à la piscine. C'est quelque chose que tu savais déjà ou tu as appris en lisant le scénario ? C'est pas en lisant le scénario, c'est en arrivant sur place. Voilà, il fallait que tu passes au savonnage, ce qui me semblait assez évident. Tu te savonnes, tu prends une douche entièrement, tu te savonnes partout et tu rentres. Et tellement... Puis il y a une culture un peu en Islande de la piscine, il y a une culture aquatique qui est vachement présente au pays. Et bah ouais, ça... C'est pas... tu passes pas sous la douche en 2-2 et tu plonges dans l'eau. Tu te douches pas dans l'eau de la piscine, tu te douches avant en fait. Exactement, ouais. Pour être bien propre. Et le film va être sélectionné à la 15aine des cinéastes à Cannes. Toi, c'est un festival où tu as tes habitudes. Il y a quand même beaucoup de films où tu as participé. Je crois que tu as fait carrément toutes les sections possibles et imaginables de Cannes. Qu'est-ce qui différencie Cannes, toi qui as fait aussi beaucoup d'autres festivals ? On parlait de la Mostra en tout début d'épisode. C'est toujours pareil, c'est le contexte dans lequel tu es, avec qui tu vas, avec quel film, quelle bande de... Quelle est la famille du film qui t'emmène. Finalement, le festival, il est secondaire en fait. Et ce qui prime d'abord, c'est l'énergie, enfin c'est le mood du film, de l'aventure, que t'as beau aller dans le plus grand festival du monde, si l'aventure de tournage a été pas terrible, bah voilà, peut-être ça peut rattraper, mais en tout cas, ce que tu retiens avec l'effet aquatique et la quinzaine des réalisateurs, Solveig venait de partir et le film était là-bas, donc c'était un drôle de moment quand même. On célébrait
cette sélection à la quinzaine. Je crois même qu'il y avait eu un prix. Oui. Et sans Solveig. Donc, oui. Je me rappelle, c'était des... Le champagne avait un drôle de goût. Il avait un goût de salé un peu. Oui, on comprend. Et donc on a aussi Florence Loirecaille qui interprète Agathe, dont tu es follement amoureux dans le film. Ouais. Et on va la retrouver aussi plus tard dans Ibrahim, dont on va parler maintenant. Et ton père, c'est tout? Pas mon père. 3099 €. J'ai besoin de thunes là, j'y arrive pas tout seul. Quoi t'as besoin? Mon père, là, à cause de moi, il pourra pas payer ses prothèses. Si je trouve pas la thune, il pourra pas servir en salle. 3, 4. Ça c'est pour toi. Donc Ibrahim, c'est un film que tu as réalisé, qui fait écho à ton court-métrage C'est dimanche de 2008. Cette fois-ci, dans le long-métrage, tu incarnes le père d'Ibrahim, écaillé dans une brasserie parisienne, qui va devoir payer une télé cassée par son fils, mais manque de moyens oblige, tu ne pourras plus te payer la prothèse dentaire qui était prévue. Ton fils Ibrahim va donc essayer de réparer sa faute et trouver de l'argent par tous les moyens possibles pour te rendre ton sourire. Et on retrouve plusieurs similitudes entre ton court-métrage et ton long-métrage. On a les personnages du père et de son fils, même si le fils est un peu plus vieux dans le long-métrage. On a aussi le courrier comme point de départ, même si c'est un intérieur un peu différent. Et on a surtout cet amour ultra pudique dont tu parlais. Est-ce que tu t'es inspiré de ta propre histoire pour écrire ce film-là ? On part toujours de soi, enfin on part toujours, c'est pas une règle, mais en tous les cas, moi avec ces dimanches et avec Ibrahim, oui, je suis parti de moi. Je suis parti j'avais envie de témoigner de la pudeur. J'avais envie de raconter... Moi, la pudeur, c'est un sentiment que je trouve incroyable, qui me plaît énormément, que je trouve beau dans la vie, qui me touche. Au cinéma, je trouve que c'est une émotion ultra cinégénique, cinématographique. Voilà, quand on ne dit pas tout et qu'on se trahit par des gestes, des attitudes, des regards qui partent, qui fuient. Ouais, moi, ça veut pas dire qu'on est avare de sentiments et d'expressivité, mais voilà, on dit pas tout par éducation, par pudeur, et puis une fois de plus pour pas gêner la personne en face. Donc ouais, ça j'avais envie de raconter ça, de témoigner de ce sentiment-là que j'ai connu et voilà que j'ai connu, donc oui, je pars de moi. Et Oliver Lache, qui est réalisateur de Sirat, je ne sais pas si tu as vu le film. Pas encore. Très bon film que je te conseille. Ouais. Lui, il a dit qu'il faisait confiance aux images et aux spectateurs, qu'il n'y avait rien de plus clair qu'un silence, un geste et un regard. Ouais. Toi aussi, c'est ce que tu viens de nous dire, tu aimes nous faire lire entre les lignes, par exemple un cendrier qui est bien rempli au lieu d'un long discours. Est-ce que dans la fiction, comme dans la vie, tu vas privilégier le silence à la parole ? La parole, pour moi, elle peut être trompeuse. Et puis la parole, elle est vachement... Elle réduit aussi... elle réduit la pensée. Forcément, tu mets des mots. Donc quand tu mets des mots, tu arrêtes quelque chose. Tu fiches, tu emprisonnes. Alors que quand tu dis... quand il n'y a rien, en fait, le silence, il laisse la place à toutes les interprétations possibles. Donc à tous les mots de tout le monde. Je pense aux spectateurs, à la résonance, et puis ça fait la place aussi. On n'est pas obligé de... Enfin, on est obligé de rien, mais dire quelque chose, et quand tu as ressenti l'inverse, voilà, il y a... Mais des fois, le mot n'est pas nécessaire. Des fois, il l'est, et il le faut, et des fois, il le faut pas. Mais moi, après, mon histoire personnelle et intime font que il y avait une économie de mots dans la manière dont j'ai été élevé. Et ça n'empêchait pas non plus... parce que souvent on associe les mots au lien, à la conversation, à la discussion, alors qu'on n'a pas besoin toujours de mots. Un geste, une tape sur l'épaule, un baiser, une attention, enfin toute l'expression du corps aussi se substitue largement aux mots, et des fois je trouve ça me parle plus, moi.
Et donc on avait C'est Dimanche qui est le court-métrage, Ibrahim le long-métrage, et c'est aussi un dimanche, ça s'invente pas, que tu vas rencontrer Abdel, le personnage principal de ton film, à quelques semaines seulement du tournage. Ah oui. Il va te prendre pour un flic quand tu vas lui parler du rôle. Est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre ? C'est juste avant les fêtes de Noël, et le tournage était prévu début février. Et je me suis mis... j'ai continué parce que je cherchais aussi, l'air de rien, je scrutais les ados dans la rue qui pouvaient interpréter Ibrahim. Et je me dis, un jour, je vais à la porte un dimanche, j'avais oublié que c'était un dimanche, et je vais voir les matchs du dimanche sur les boulevards extérieurs, là, où il y a les terrains de foot, et là, je vois Abdel, en fait, et je vois Ibrahim. Et il sort avec ses potes du stade, et là, j'ai un flash, en fait, je me dis, c'est lui. Et c'était le plus réservé, le plus timide, le plus en retrait. Et ceux qui me parlaient le plus, c'était ses deux potes. Alors que moi, je m'intéressais à celui qui était derrière et qui regardait ça de loin, assez méfiant. Et voilà, je leur ai raconté qui j'étais, ce que je faisais, et puis ils ne me croyaient pas, en fait. Ils me prenaient pour un flic. Donc on a regardé Wikipédia, j'ai tapé mon nom et mon prénom, je dis regarde, je fais des films, je suis un acteur. Donc je les ai rassurés comme ça, puis la confiance s'est créée, on a échangé notre téléphone, et après il est venu à la production, et puis les choses se sont faites comme ça. Ouais. Le film va recevoir 4 prix au Festival du film francophone d'Angoulême, le Grand Prix, le prix du scénario, le prix de la mise en scène et de la musique, de la part du jury qui est coprésidé par Gustave Kerven et Benoît Delépine, que tu as retrouvé dans Animal Totem récemment. Si bien qu'à cause de toi, ou en tout cas grâce à toi, les règles ont dû changer et le cumul de prix est désormais interdit. C'est un peu la classe, ça, quand même. Ouais, il y a une jurisprudence, je sais pas comment dire. C'est Samir Ghesmi. Samir Ghesmi, Ibrahim. Bah oui, j'ai appris ça après. C'est comme ça que j'ai rencontré Benoît Delépine, qui était dans le jury, et il m'a avoué il n'y a pas longtemps qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de faire un film avec moi. Et donc c'est triple cadeau, quoi, quadruple cadeau. Enfin, c'est jackpot, quoi. C'est plein de cadeaux. C'est aller prendre plein de prix dans un festival assez renommé et assez important, et décrocher un rôle. Puis surtout une rencontre avec Benoît, qui est devenu une personne importante dans mon parcours. Qui a jalonné. Il y a plein de personnes comme ça c'est super. Pour ça, c'est incroyable. C'est des cadeaux de la vie, ouais. C'est ça. Mais c'est mérité, en tout cas. Et puis, c'est effectivement tous ces liens que tu as créés au fil de tes projets. Et tu as réalisé Ibrahim parce que le sujet de la relation père-fils te hantait toujours après ton court-métrage, du coup, C'est Dimanche. Et je crois qu'un deuxième long-métrage est en préparation. Est-ce que cette fois-ci, ça sera sur une autre thématique ? Je m'avance pas, je suis pas encore en préparation. J'aimerais bien. Je suis dans la phase d'écriture encore. On pense avoir fini, mais en fait, on n'a jamais fini. Donc j'ai cru à un moment... Je m'étais un tout petit peu emballé, j'ai dû dire que j'avais fini d'écrire, ce qui était complètement faux. Mais là, j'ai remis le nez dedans, et voilà, je suis encore en écriture. Est-ce que ça... Je pensais pas, alors figurez-vous que je pensais pas... Je pensais avoir fait le tour de la relation père-fils, et surtout avec l'histoire que je suis en train d'essayer d'écrire et d'essayer de ficeler, de boucler, Et il s'avère qu'il y a un père et un fils encore. Mais comme si, ils sortaient du chapeau sans que ce soit prémédité. Voilà, donc c'est aussi l'histoire d'un père et d'un fils, mais décliné encore. Ils reviennent à chaque fois. On a hâte en tout cas de le voir. Et dans le film suivant dont on va parler, tu incarnes aussi un père, cette fois-ci le père d'Abdel dans Nos Frangins de Rachid Bouchareb. Bah oui. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine ? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une vitre ? Le film, donc, il raconte ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 et les jours qui ont suivi. On est en pleine période de contestation étudiante suite au projet de loi Devaquet qui prévoyait notamment de sélectionner les étudiants à l'entrée des universités.
Et cette nuit-là, Malik Oussekine est frappé par 3 policiers et décède. Plusieurs marches arborent le slogan « Plus jamais ça » vont ensuite être organisées. Tu avais à peu près le même âge que Malik quand ça s'est passé, une vingtaine d'années à peu près. Est-ce que tu te souviens de l'émoi national suscité par cet événement ? Bien sûr. Je m'en souviens parfaitement. On avait, malgré mes 20 ans, j'avais interdiction de sortir de mes parents qui avaient peur, qui avait une frange de la population qui était un tout petit peu visée, qui était un peu stigmatisée. Ouais, je me rappelle, ça avait été une catastrophe nationale. Et Rachid, il a fait ce film, Nos frangins, avec ce souci du réel et à la fois ce constat un peu amer de se rendre compte que pas grand-chose a changé. Voire, on se demande si ça n'a pas empiré. Et ça, c'est un peu glaçant en fait, parce que l'histoire de Malik Oussekine date d'il y a maintenant une quarantaine d'années. Oui. Ouais. Et de se dire 40 ans plus tard, on a des George Floyd encore. Exactement, ça continue. Et j'en passe et des meilleurs. Des 3 gamins de Clichy-sous-Bois. J'oublie les noms, je suis un peu confus et un peu désolé pour leur mémoire, mais le petit qui a été avec ce refus d'obtempérer. Voilà, cette chose dramatique et tragique cet épisode qui n'a finalement servi de leçon à personne continue, enfin moi ça me met en colère et ça me glace en fait. Et ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est que la même nuit, Abdel Benaya est également tué par un flic ivre à Pantin. Mm-hmm. Une bavure qu'on va cacher pendant plusieurs jours vu l'agitation suscitée par la mort de Malik Oussekine. Mm-hmm. Est-ce que tu as découvert l'existence d'Abdel en lisant le scénario de... Oui. J'ai appris sur la lecture, et puis Rachid m'a raconté que Abdel Ben Yahya avait été tué au même moment par un flic, un policier qui n'était pas en service. En civil, ouais. Et qui avait des grammes d'alcool dans le sang, qu'il a buté à bout portant pour des raisons totalement injustifiées. Et en plus de la mort de Malik Oussekine, il ne s'agissait pas de mettre le feu aux poudres et de raconter qu'il y avait eu ce meurtre-là aussi. Donc il avait été caché, effectivement. Donc oui, je l'ai appris. Et dans ce film, justement, tu incarnes le père d'Abdel, Mm-hmm. et tu es assez poignant, je dois le dire. Tu tentes de rester debout et digne, même si c'est difficile. Et comme dans Ibrahim, tout passe par tes yeux. Mm-hmm. C'est quoi ton secret pour dire les choses, justement, sans les dire ? Ouais, je sais pas si j'ai un secret, mais je sais pas. Y a une mise en scène, il y a une situation, il y a des acteurs, il y a un réalisateur ou une réalisatrice, il y a des partenaires, il y a malgré tout des dialogues qui se sont dits avant, après. Il y a, je sais pas. Et puis moi, je me sentais tellement concerné par cette histoire. Voilà que. Merci de me dire ça déjà. Et puis. On travaille, quoi. Et il y a une scène justement où rien n'est dit, c'est quand les deux familles se rencontrent pour récupérer les corps de Malik et Abdel, et tu fais face à Reda Kateb, qui est aussi impressionnant dans le film. Est-ce que depuis le tournage de ce film, vous êtes devenus des frangins, justement ? Ouais, on est des frangins avec Reda, ouais, carrément. Oui. J'ai joué dans son film. On se connaissait déjà d'avant, mais pas autant que maintenant, et donc... oui. Tu as tourné sur le fil, justement, avec sur le fil avec lui, qui était une aventure. Et ouais, Reda, c'est mon ami, ouais. Et je sais que la musique occupe une place importante dans ta vie, t'en écoutes tout le temps, t'as même dit récemment dans une interview que c'était ton médicament. Le titre du film fait référence à la chanson Petite de Renaud, qui est sortie 2 ans après le drame et qui clôture le film. Qu'est-ce que cette musique t'a évoqué quand tu l'as écoutée pour la première fois ? J'ai halluciné. Quand je l'ai écoutée pour la première fois, c'était pendant le tournage, je la connaissais pas avant. Okay. Et il parle d'Abdel et de Malik quand même. Donc ils savaient, enfin ils ont su, donc ça s'est su. Donc c'était grâce à Rachid Bouchareb, je pense que
y a une forme de réhabilitation d'Abdel Ben Yahya. Il y a un hommage. Voilà, on a réhabilité son nom et sa mémoire. Et ce film a voulu ça. Rachid, c'est ce qui existe quand on voit le film. Et pour ça, moi, à mon niveau, de là où je me place, je trouve ça honorable en fait. Et le dernier film qu'on va aborder dans cet épisode, c'est Grand Ciel. Là aussi, un mort a failli tomber dans l'oubli. Grand Ciel sera le tout premier Smart District en France. C'est une incroyable opportunité pour notre ville et notre région. Un quartier d'un genre nouveau. Écologiquement responsable, sûr et centré sur l'innovation, l'emploi et les divertissements. J'ai jamais vu ça s'effrite de partout. Ça va, Ousmane ? Ouais, ça va. Grand Ciel, c'est un film qui sort en salle aujourd'hui. Mais avant de te poser quelques questions, je voulais t'offrir un petit cadeau. Ah, cool. En lien avec le film, qui est juste devant toi depuis le début de l'épisode. C'est une photo que j'ai prise à la Mostra de Venise. Ah, magnifique. C'est une accolade entre toi et le réalisateur du film, Akihiro Hata. C'est son premier long métrage. C'est ça. Je voulais savoir quelle émotion ça faisait de découvrir justement un film en même temps que des centaines de spectateurs dans un festival international comme la Mostra. Bah, c'est une fois de plus, encore une fois, c'est des cadeaux, quoi. D'abord, on a un track incroyable parce qu'on n'a pas vu le film. Qui a ce pari-là de le découvrir avec plein de gens. Qui a le risque, même, j'allais dire, non, on pense pas au risque, ça ne nous plaise pas du tout. J'allais dire ça, mais en fait, c'est faux. Mais il y a le film, ce que raconte le film, et ce qui m'évoque moi personnellement, et le boulot incroyable que Aki a fait, Damien, et Lina aussi, et tous les acteurs du film. Non, c'est des moments un peu chouettes, et puis merci pour ce cadre doré là. Voilà, je te le donne. Ah, ça fait plaisir. Cadeau, ça va un petit souvenir. Bah, super. Et si je reviens sur le film, justement, il se déroule principalement sur le chantier d'une immense tour, le Grand Ciel. Ouais. Tu incarnes Saïd, un ouvrier intérimaire qui travaille aux côtés de Damien Bonnard. Avec d'autres collègues, vous êtes chargés de régler les problèmes de RAG. Alors j'avoue, je ne savais pas trop ce que c'était avant de voir le film. C'est une réaction chimique qui va fissurer le béton. En fin de journée, vous commencez à détruire le béton. Et le lendemain, lorsque vous revenez au même endroit, le trou est rebouché. Et Ousmane, l'un des collègues, manque à l'appel. Donc là, la question se pose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Ousmane est sous le béton ? Et là, Damien Bonnard est tiraillé entre le fait d'être promu mais se taire, ou chercher la vérité mais risquer de se faire virer. Et toi, ton personnage Saïd, il est plutôt dans le deuxième camp. Et tu vas devenir un peu syndicaliste malgré toi pour tenter d'établir la vérité. Est-ce que dans la vraie vie aussi, tu es du genre à ne pas te taire et de prendre la parole pour dénoncer les injustices ? En public, pas nécessairement. Pas nécessairement en public, non. Il y a la cause qui m'importe, me renseigner sur la cause. Après, il y a... Si je peux être utile, et que ma parole ou que mon geste ou ma présence peut l'être pour la cause, je le fais. Je ne suis pas insensible à ce qui peut se passer dans le monde, autour de moi, à côté de chez moi. Mais il faut savoir pourquoi on fait les choses, en fait. Et moi, ça, c'est ce qui m'importe d'abord. Et une fois de plus, si c'est pour être vraiment utile à la cause, les yeux fermés, mais... Et Damien Bonnard commence à être un habitué des chantiers, on l'a vu récemment dans le système Victoria, là dans Grand Ciel. C'est un univers que tu connais bien aussi grâce à ton père, qui était également ouvrier sur les chantiers, tu en as parlé. Est-ce que le fait d'incarner un ouvrier, comme l'était ton papa, ça a fait remonter des souvenirs d'enfance ? Bah, j'ai compris. En fait, je voyais mon papa, même si j'avais passé une journée gamin avec lui, il m'avait accompagné sur le chantier en banlieue parisienne, c'est très loin. J'avais partagé la gamelle avec lui, j'avais passé la journée, je sais pas, je devais avoir 8 ans et j'ai vu son boulot. Et c'était une journée mémorable pour moi, un peu magique. Donc j'étais un peu spectateur, un peu de manière exotique, d'un chantier avec tous ces hommes plus grands que soi. Mais de faire le rôle de Saïd, de me retrouver
dans la boue, avec les fringues que mon père a pu porter, le béton collé sur les vêtements, les intempéries, travailler tard, travailler dans le froid. Même si naturellement on faisait que du cinéma, là je me suis dit ah ouais, en fait c'est ça. Je l'ai ressenti physiquement ce qu'a traversé mon père pendant toute sa vie. Et ça, une fois de plus, c'est une expérience assez incroyable. Oui, d'ailleurs ce film-là, je suis sûr que ma famille, quand ils vont le voir, je vais leur faire penser à mon père, parce que j'en suis sûr et certain, parce que je suis rentré... j'ai pensé à mon père tout le long du film, mais tout le long. Sa dégaine, se casse sur la tête, sa posture, et puis voilà, et puis cette pénibilité, quoi, mon père a été ouvrier de travaux publics, et un acteur, c'est la même chose. C'est des œuvres publiques aussi, donc il y a quelque chose, il y a un lien, oui. Et justement, Akiro Hata, le réalisateur, a dit dans une interview qu'il avait été très ému quand vous êtes rencontrés. Tu l'as raconté, ton père était ouvrier et qu'il ramenait tous les jours de la poussière de béton à la maison. Dans le film, justement, il y a beaucoup de scènes au sous-sol, dans un endroit très poussiéreux, presque irrespirable. Est-ce que les conditions de tournage ont été difficiles ? Ouais, après, raison gardée, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était dans les vraies conditions, c'était un vrai chantier, c'était de la vraie boue, c'était des vrais endroits en construction. La production a fait en sorte que ça puisse se passer comme ça, dans ces conditions-là. Donc c'était assez idyllique, entre guillemets, pour le film. Mais j'étais pas à cheval sur mon marteau-piqueur, et j'ai pas mangé la gamelle froide que les ouvriers ont pu manger. Enfin, je l'ai pas éprouvé physiquement, j'ai pu le sentir, mais on n'a pas bossé. Quand on fait du cinéma, c'est du cinéma, hein. Ça reste malgré tout, on fait semblant, même si on essaie de s'approcher au plus près de la vérité, mais voilà, par respect des ouvriers, je peux pas dire que j'ai été un ouvrier pendant ce tournage, mais les conditions se rapprochaient beaucoup. Et comme dans Nos Frangins, le film est inspiré d'une histoire vraie, celle de Mamadou Traoré, un intérimaire sans papier qui est mort sur son lieu de travail en 2015 et qui avait failli tomber dans l'oubli puisque personne ne s'était vraiment rendu compte de son absence alors qu'il travaillait depuis plusieurs semaines sur le chantier. Est-ce que savoir que le film est basé sur une histoire réelle, ça t'a donné encore plus envie de participer à ce film ? Je sais pas si ça m'a donné plus envie de participer au film, mais ça prend une dimension quand même... supplémentaire, quoi. C'est pas, on n'est pas dans l'imaginaire d'un scénariste ou d'un auteur, on est dans la vraie vie. Alors oui, certainement, mais je saurais pas vous dire comment, mais même si quand on est acteur, on interprète et on joue comme aux enfants, on joue à ce que ce soit vrai, en fait, mais malheureusement, pour les histoires tragiques, on se dit malheureusement ça existait, mais après le travail en soi, non, il change pas, en fait. Il change pas, et c'est juste un constat un peu triste et cruel et tragique d'une histoire vraie. Mais le travail en soi, non, change pas des masses. Et donc pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ont écouté cette interview pour leur donner envie d'aller voir Grand Ciel ? Que c'est un film magique. Il y a une dimension onirique, une dimension vraiment mystique, ancrée dans la réalité d'un chantier, donc extrêmement réaliste et concret, et tout d'un coup le film s'échappe, et franchement il m'a totalement bluffé, moi, dans la manière dont les événements... Alors je me retiens de dire les choses pour pas spoiler le film, mais les événements arrivent de manière totalement inattendue et surprenante. Et on passe un très bon moment, comme aujourd'hui. Merci beaucoup Samir Ghesmi d'avoir pris le temps de réaliser cette interview et de t'être livré à ce micro. Et puis je rappelle, Grand Ciel sort aujourd'hui en salle, donc foncez le voir. Merci beaucoup, merci pour les traînages, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, on peut ça. Voilà, on va dire ça, la première, et puis je te souhaite, on essuie les pattes, plein de bonnes choses, et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je l'espère. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.